Ce soir, on va parler du dernier livre. D'ailleurs, il n'est pas encore sorti, hein, puisque c'est, comme l'a dit Gad, seulement demain que vos amis pourront se le procurer, mais vous pourrez dire à tous vos copains, moi je l'ai, hein, Le Juif. Alors bien sûr, Marek, on va parler de ton livre, mais tu le connais. On va parler d'autre chose aussi. On va parler d'autre chose. Et puis, tout à l'heure, Gad signalait la présence parmi nous de Hassen Chalgoubni. Et j'ai envie de dire que Marek et toi, Hassen, vous n'êtes pas les derniers des Mohicans, mais vous êtes les premiers des Mohicans. C'est-à-dire que vous avez consacré de consacrer toute votre vie pour la justice, pour un monde meilleur, pour reprendre le titre de ton premier livre qui date de 76. Tu n'étais même pas né, donc tu sais même pas de quoi je parle. En 1976, ton premier livre, c'était Le Fou et les Rois. Et moi, je dirais que vous êtes toujours fou parce que vous croyez toujours, eh bien, qu'on va y arriver, qu'on va vaincre le racisme, qu'on va vaincre l'antisémitisme, qu'on va vaincre les extrémistes, et qu'un jour, la paix, eh bien, shalom, salam, ça ne sera pas que des mots, mais une réalité, et ne serait-ce que parce qu'on n'a pas tous les jours la possibilité de rencontrer des héros et des combattants complètement fous, je vous demande de les applaudir. Alors, nous, on s'était pas vus ici dans cette salle depuis ton dernier livre, qui était Dans tes yeux. Dans tes yeux, qui était un amour dans le ghetto. Et ceux d'entre vous qui étiez là avec nous dans cette salle, je pense que vous êtes sortis de cette soirée, de ce livre, complètement bouleversés. Complètement bouleversés parce que tu nous as fait replonger dans la période de la Shoah et tu as voulu jumeler une histoire d'amour, une belle histoire d'amour qui était une histoire d'amour impossible avec le Cantique des Cantiques. Et moi, je veux te dire que c'est un livre qui m'avait bouleversé. Parce que on pourrait faire d'ailleurs un jeu qui est que est-ce que vous savez combien de livres a écrit Marek, comme ça au pifomètre? Vous diriez quoi là? On gagne quoi? Alors, bah, écoute, ta photo dédicacée comme toujours. Et alors, écoutez, alors ce livre, c'est le 33e. Le 33e depuis 1976. Marek a écrit 33 livres. Donc celui que je viens de citer, c'était le 32e. Et bon, il y a encore si Marek ne faisait que ça dans la vie. Hein. Mais ceux d'entre vous qui l'ont connu dans une autre vie savent qu'il a été peintre. Et vous savez aussi que c'est un combattant de la paix, que partout où il le peut, il essaie non seulement d'apporter la bonne parole, mais d'être dans l'action. Et parmi toutes les choses aussi auxquelles je pense, il y a bien sûr, là j'ai une pensée pour, euh, pour notre ami qui nous a quittés le 2 août, Jean-Pierre Alali. C'est qu'avec Jean-Pierre, tu avais créé les universités françaises à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il avait été également ton assistant dans le film Tzedek, Les Justes, que l'on peut, je crois, voir également encore en replay sur Arte. Tu as fait un film fabuleux sur le Birobidjan, etc., etc. Et puis moi, je me souviens, parce que je vous avais accompagné avec Hassen, c'est que peu partout en France, en Europe, vous aviez monté une un parcours des imams, d'amis musulmans qui voulaient dire non au terrorisme.
Alors, on pourrait citer énormément de choses que tu as fait. Et puis, sondage d'opinion, tiens, je vais le lancer tout de suite. Qui c'est qui est abonné à Netflix ici? Levez le doigt. Bon, alors, ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez encore quelques semaines pour le faire, parce que d'ici bientôt, hein, on peut le dire, d'ici bientôt, eh bien, il y aura sur Netflix un documentaire qui sera consacré à Marie Calter. Donc, la prochaine fois, 100% de gens, n'est-ce pas? Et évidemment, ce sera quelque chose qu'on pourra voir, je pense, dans le monde entier, n'est-ce pas? Par définition sur Netflix. Alors, après cette introduction, Marie Calter, le juif. Alors, si on avait vu de très loin la couverture, on s'est dit, ça y est, Marie Calter, il nous sort un bouquin sur la situation des juifs en 2025, qu'est-ce qui se passe, analyse la situation, quel avenir pour les juifs en France, les juifs dans le monde, les juifs en Israël, etc. Et pas du tout, parce que quand en regardant dessous, il y a écrit le juif roman. Alors, Marek, tout simplement, je voudrais que tu le racontes. Pourquoi tu as voulu faire un roman qui s'appelle Le Juif? C'est plus facile avec un micro. Hein. C'est parce que les idées passent par les récits. Alors, on peut dire qu'elles passent aussi par les idées par les idées. Mais bon, c'est ici en France qu'il y a un monsieur qui s'appelait Voltaire qui a écrit Traité de pour la tolérance. Personne ne l'a lu ici dans la salle, je pense. Et puis, il n'y a pas de tolérance. Tandis que quand on a lu Les Misérables, on est un peu plus sensible à ce qui se passe dans la rue. On voit des gens sans abri dormir dans la rue. C'est que depuis l'époque biblique, on sait que les idées, les sentiments, l'histoire passent par un récit. D'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, pour les endormir, on leur raconte des histoires. Et ça marche. Toute la littérature mondiale, Dostoïevski, Tolstoï, Shakespeare, etc., sont des récits. Et des récits souvent basés sur ce qu'il disait Agatha Christie, sur le crime ou les crimes. Agatha Christie a d'ailleurs introduit l'idée que chacun de nous aurait pu commettre le crime. Et les dix petits nègres, oui, on cherche, Hercule Poirot cherche les responsables et on se rend compte que tout le monde est responsable. C'est intéressant. Donc, mais les livres que j'ai écrits des essais, j'écris des cris, un cri répété en 120 ou 130 pages, mais on arrive à un moment crucial, tu avais dit, on rentre dans un autre monde, un monde qui rassemblera pas au monde de nos parents, d'abord sur le plan technologique. On vient de rentrer avec Racine des Émirats à Abu Dhabi, on peut déjà prendre un taxi sans chauffeur. Bientôt, il y aura des taxis volants. Tu as envie de voir une copine, tu téléphones, il y a un drone qui arrive au niveau de ta fenêtre, tu rentres, et 10 minutes après, tu es chez ta copine. Tout change. Aujourd'hui, les hommes politiques n'ont pas besoin de connaître tous les mots qu'utilisent les écrivains. 200 mots ou 100 mots suffisent. Pour passer un message sur X, 100 mots suffisent. Et c'est pour ça d'ailleurs que Trump a gagné les élections, parce qu'il n'utilise pas plus que 100 mots. Quand vous utilisez trop de mots, ça passe plus.
Donc, le monde change. Mais ce qui ne change pas, c'est la nécessité du rêve. Même les robots ont besoin qu'on nourrisse leurs rêves. Le robot ne peut pas inventer un rêve. Vous lui donnez un sujet et il le traite très vite. J'ai mis mon livre dans le robot pour voir s'il y a encore des fautes et il m'a trouvé en 3 minutes 4 fautes. Ça va vite, ça aide. Mais le robot n'aurait pas pu inventer mon histoire. Il faut que je lui donne l'histoire. Je lui donne les sujets des rêves. Alors, dans un monde qui change, le rêve est nécessaire. Et puis, le rêve fait réfléchir. Vous vous réveillez le matin, après avoir rêvé, et vous réfléchissez, ça vous préoccupe. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai rêvé de ça, c'est drôle, pourquoi? Ça vous préoccupe, ça vous oblige à réfléchir. Alors, les problèmes juifs, on pensait qu'on l'a résolu, mais on ne l'a pas résolu. On a retourné 30 ans en arrière. On pensait qu'on l'a résolu, non pas qu'on résout le problème des minorités. De toute manière, la haine est en nous. Et elle trouve toujours une cible. Si elle veut s'exprimer, elle trouve toujours une cible. Alors, il y a les musulmans, les catholiques, les protestants, les Kurdes, les Arméniens. Il y a beaucoup de cibles possibles. Les Juifs sont la meilleure des cibles. Alors, ils se posent la question, pourquoi? Why? Lama? Pourquoi? Il doit avoir une raison. Alors, quand on pose la question, on nourrit l'antisémitisme. C'est drôle. On pose une bonne question en disant pourquoi toujours les Juifs? Alors l'antisémite se dit, voilà, c'est qu'ils sont différents. Ils sont différents. Ils sont partout d'abord. C'est déjà quelque chose qui pose problème. C'est pour ça d'ailleurs que le journal le plus lu pendant l'occupation s'appelait « Je suis partout ». Ils sont partout. Pourquoi sont-ils partout? Et ils sont solidaires. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose en Iran, si les gens meurent parce que les mollahs les tuent, c'est la faute des Juifs. C'est ce qu'on dit déjà en Iran. Alors moi, je me suis imaginé, si je racontais ce que je vous raconte, ça ne fera pas un best-seller. Alors je me suis rappelé d'une phrase de Jean-Paul Sartre dans un petit livre que je vous recommande, Les réflexions sur la question juive. Et il arrive à la conclusion que nous sommes ce que nous sommes dans les regards des autres. Autrement, les problèmes juifs, c'est pourquoi il est différent des autres racismes, d'autres rejets. C'est qu'un juif n'est pas différent des autres, physiquement au moins. Il y a des juifs noirs, des juifs hindous, des juifs chinois, les yeux bridés. Il y a en quoi ils sont juifs, puisqu'ils ne se rassemblent pas. En quoi? Pourquoi sont-ils solidaires? Pourquoi se reconnaissent-ils dans la même histoire? C'est bizarre, non? Pourtant, ils sont différents, physiquement différents. Donc, quand quelqu'un regarde les Juifs, il se dit, mais attends une seconde, ce sont les mêmes? Non, pas possible. Alors, je suis parti de cette constatation
Et j'ai inventé un personnage. On n'invente jamais un personnage. Dans la littérature, on prend quelqu'un qui a traversé votre horizon. Quelqu'un qui, dans mon livre, il y a un rabbin qui s'appelle Lévin. Alors, notre ami rabbin Lévin, il m'a remercié, bien sûr, et il a fait une très jolie note sur les réseaux. Il a vu que ce n'était pas lui, mais je lui ai rendu hommage en mettant un personnage important qui s'appelle Lévin. Et tous les personnages partent de la réalité. On n'invente pas. Vous prenez Balzac, ce sont des personnages qui existent. Balzac commence un livre à Angoulême et il raconte la vie dans une imprimerie à Angoulême. Et vous apprenez comment marche une imprimerie. Et là, il prend un personnage et il le fait venir à Paris. Et nous connaissons tous cette phrase, à nous deux Paris. Et il devient un personnage de folklore français. Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est Balzac. Peu importe. Notre mémoire est faite des bribes, des choses qui nous entourent. Alors, j'ai pris un personnage dans une région où j'habitais il y a longtemps, quand j'étais peintre, la Picardie. Pourquoi la Picardie? Parce que je me suis dit, je suis peintre, donc je dois avoir une ferme. En principe, il y a Manet, Monet, ils n'habitaient pas Paris. Donc je me suis dit, je serai un Monet, je serai à la campagne. Alors j'ai commencé à chercher une ferme et j'ai trouvé une ferme, une grande ferme, dans un petit village en Picardie qui s'appelle toujours Auteux. Et maintenant tout le monde va savoir qu'il y a un village en Picardie qui s'appelle Auteux. À 20 km de Doulan, vous ne connaissez pas Doulan, en 1823, on a construit la première synagogue. Donc il y avait même des juifs en Picardie, les juifs picards. Et à 80 km d'Amiens, où se trouve la plus belle cathédrale gothique, celle d'Amiens, que Proust appelait la Bible de Amiens. Pourquoi la Bible d'Amiens? Parce qu'elle raconte l'histoire. Quand on s'intéresse à des immeubles, des églises, des synagogues, c'est pas un immeuble qu'on regarde, on photographie, on s'en va. On apprend une part de l'histoire. Et la cathédrale d'Amiens, elle est gardée par deux sculptures qui représentent deux rois juifs, Salomon et Hérode. C'est lui qui a donné la gloire d'Israël, c'est lui qui a inauguré les temples de Jérusalem, et l'autre qui représente la déchéance d'Israël, c'est la fin 70, la destruction des temples. Intéressant. Et qui l'a inauguré? Louis-Philippe. C'est lui qui a expulsé les Juifs de France. La France était tout petit, c'était l'île de France. Ça veut dire Toulouse, il y avait les comtes de Toulouse. La Normandie, ce n'était pas la France. La Bretagne n'était pas la France. L'Alsace n'était pas la France. Donc, quand on dit les Juifs en France, on réduit un peu notre présence dans ce pays. Donc, voilà l'encadrement où commence mon histoire. Et là, dans ces villages hauteux où j'ai vécu pendant 10 ans, donc c'est un village catholique, il y a une église, une petite église, on peut percher sur une colline, un peu comme un bijou qu'on met sur un support. Et là naît mon personnage.
Or, il aurait pu être catholique normal. Son père est un notaire à Abbeville qui rêve que son fils prendra sa place. Or, il a une petite infection sur les zizi. Alors, il n'y avait pas d'antibiotiques, c'était il y a 40 ans. Alors, on lui coupe les prépuces. Et du coup, il est circoncis. Alors, à l'école maternelle, tout le monde regarde et dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu es juif? Il dit, mais je ne suis pas juif, je suis baptisé, ma mère est catholique, mon père, etc. Si, tu es juif. À l'université, ça devient une blague, un private joke. Ah, depuis les juifs, ha. Il n'y a rien de mal à ça. On rigole. Et puis, il grandit, il passe des examens et il rentre au Quai d'Orsay. Et il s'occupe de dossiers ultra sensibles. C'est quoi les dossiers ultra sensibles aujourd'hui? C'est la guerre. C'est elle qui enrichit les plus. Aujourd'hui, vous regardez, vos journaux ne les montrent pas, ne les disent pas. Dans quel domaine on s'enrichit le plus vite? C'est pas les narcotrafiquants, c'est les trafiquants d'armes. Vous détournez un bateau d'armes qui était acheté avec votre argent pour envoyer en Ukraine et il se retrouve chez les Houthis au Yémen. Ça rapporte des milliards. Donc il y a des gens, il y a des réseaux qui s'en occupent. À Bruxelles, où il y a les parlements européens, où on décide quoi faire avec votre argent. Il faut acheter, on parle maintenant qu'il faut s'armer pour montrer à Trump que nous sommes forts. On sera très fort dans 4 ans, peut-être. On a oublié que notre force vient d'ici et pas des biceps. Il y a 222 cabinets d'influenceurs, de lobbying pour obtenir les votes favorables à tel ou tel projet d'investissement. Donc il y a un tiers de la population de Bruxelles vit de ça. Et depuis le juif, voilà, il s'occupe de ça au Quai d'Orsay. Et voilà que 2 de ces dossiers disparaissent. Il était là dans la sacoche bleue. C'est pour ça que mon éditeur, voilà, sacoche bleue, disparaissent. Alors, ça pose un problème. Quand il y a 100 ans ou 120 ans, un bordereau a disparu au ministère de l'Intérieur. Il y avait un seul juif qui travaillait là-bas. C'était Dreyfus. On connaît l'ampleur de l'affaire Dreyfus. Le monde entier en a parlé. Tout ça parce qu'il était juif. Si c'était un protestant, un catholique, un orthodoxe, personne n'aurait parlé. C'était un juif. Mais là, c'est pire. C'est un juif qui n'est pas un juif. Mais tout le monde pense qu'il est juif. Alors bien sûr, là il est entraîné dans une aventure, lui va récupérer les dossiers et entre-temps, il s'est dit, mais c'est quoi qu'est d'être juif? Les juifs se posent des questions, mais ils n'ont pas de réponse. Parce que nous, on pense qu'il s'est posé des questions suffit. Les Talmuds, c'est ça, sont des questions, il n'y a pas de réponse. Mais lui, il cherche une réponse. Et il rencontre dans le train un rabbin Levin, qui commence à lui expliquer ce que c'est le judaïsme, pour un rabbin. Après, il retrouve
un vieux copain de l'université, Simon Bernard, dont le père était un serrurier à Doulan, qui donne un séminaire sur Rachi à la synagogue d'Amiens, qui était construite, inaugurée par Jean Moulin. C'est intéressant tout ça, c'est notre histoire. Et après la guerre, elle était détruite, on a construit une autre, et qui l'a inaugurée? Notre ami Haïm Korsia. Je lui raconte tout ça. Et lui, il donne donc des cours de judaïsme. Et mon personnage, dans la quête de ces documents qui ont disparu, et en même temps dans les savoirs, dans la volonté de savoir ce que c'est que les Juifs, il suit 2 cours de son ami et il apprend des choses qu'il ne connaissait pas. Une histoire qui n'est pas la sienne et qui tout doucement devient la sienne. Donc, c'est un livre, comme tous les bons livres, j'ai dit, bon, je m'avance, hein, sont des polars. Vous prenez Dostoïevski, Les démons, c'est un polar. Hein, ce sont des terroristes, l'histoire des terroristes, etc. Bon, il y a, vous prenez La guerre et la paix. Hein, on ne sait pas à l'époque qui a gagné la bataille de Borodino, Napoléon ou Kutuzov. D'ailleurs, j'ai pris une phrase chez Tolstoï. J'aime beaucoup Tolstoï. Une petite chose idiote. Hein. Il y a Pierre, il y a un personnage dans La guerre et la paix qui est un humaniste. Et il aime bien Napoléon parce que Napoléon est porteur des rêves de liberté. Et il a quand même libéré la Pologne. La Pologne lui doit l'indépendance. D'ailleurs, dans l'hymne polonais, on remercie Bonaparte d'avoir donné l'indépendance à la Pologne. Et il y a ces pierres, Moscou brûle, et il s'est dit, il va tuer Saint-Napoléon. Et il voit passer Napoléon, il ne les tue pas. Parce qu'il les respecte. C'est un ennemi, mais on respecte. Alors il est blessé, et on les renvoie dans sa dacha. C'est un homme riche, plutôt riche, dacha. Donc, enfin, blessé, affamé, on les met au lit, les draps amidonnés. Ce que j'aime là, en Europe centrale, orientale, c'est que les draps sont amidonnés, les serviettes sont amidonnées. Hein, c'est autre chose. Nous, on met des papiers, des nappes de papier dans les restaurants. Vous verrez jamais ça à Moscou, jamais. Il y a des vraies nappes. Donc, on les met dans les lits, et on lui apporte un bol de bouillon. Et il prend ce bol de bouillon, il dit ce que c'est bon. Et dans mon livre, mon type, il est enlevé par des trafiquants d'armes, parce qu'il s'imagine qu'un juif, il a les codes pour lire les dossiers qu'on lui a volés. Mais il n'a pas de code, il ne sait même pas qu'il y avait un code. Donc on les torture, etc. Et c'est les juifs, les chassidim de Bruxelles qui les sauvent, qui les libèrent. Donc les juifs barbus, papillotes, chapeaux, etc. Ah, ils savent se battre, les juifs, quand même. Même les religieux. Maintenant, il y a une division dans l'armée israélienne des charedim, des religieux. Et il les libère, et c'est Rabbin Levin, toujours notre ami Levin, il a dû s'amuser en lisant le livre. Voilà. Donc, il l'accueille chez lui à la maison, on lui les met dans un lit propre, les draps amidonnés, et la femme des rabbins lui apporte un bol, pas du thé, mais du bouillon. Et
il réagit la même chose que chez Tolstoï. Hein? Il hume, il dit que c'est bon. J'ai voulu faire ça exprès parce que pour montrer qu'on n'invente rien. Avant moi, il y avait d'autres écrivains. Avant ces écrivains, il y avait d'autres écrivains. Et avant qu'on ait commencé à écrire sur papier, on écrivait sur le papyrus. Et avant le papyrus, on gravait sur la pierre. Il y avait toujours cette volonté de transmettre et partager nos rêves. Et l'histoire aussi. Il se passe quelque chose. Je téléphone à des amis en Amérique. Il dit, tu sais, on a brûlé une synagogue. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas une grande nouvelle, mais quand même. Ouais. Mais peut-être mes amis à Chicago ne savent pas. Donc je téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On gravait ça dans la pierre, hein, et on gardait pour que nos enfants puissent remettre à leurs enfants, etc. Cette volonté de vouloir transmettre, c'est extraordinaire. Mais ça montre aussi qu'on n'a rien inventé. À Einstein, on lui a demandé un jour comment a-t-il inventé la théorie de la relativité. Alors il dit, vous savez, je n'ai rien inventé, j'étais seulement plus rapide. Parce que d'autres savants travaillaient sur la même théorie. Nous, on s'imagine toujours qu'on est le seul. Hein? Qu'on est en face d'une femme, elle dit « tu m'aimes » et on pense qu'elle doit dire oui parce qu'on est seul. Ben, on n'est pas seul, il y a d'autres hommes. Oui, c'est comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime écrire des histoires. Et cette histoire-là, ça m'a permis d'expliquer à mes lecteurs, si j'aurais beaucoup de lecteurs, je ne sais pas là, dans Amazon, ils ont prévendu 40 000 exemplaires ou 41 000, c'est pas mal, bon, pour l'instant, mais il faut que ça continue. Et mon questionnement, partager mon questionnement, que les gens se posent la question, je n'aime pas les musulmans, qui se posent, disent pourquoi? Alors chacun de nous a une expérience, mauvaise expérience. Oui, peut-être. Il y a Voltaire, le même Voltaire, qui a écrit les traités de la tolérance. À la fin, on voit qu'il est islamophobe et antisémite. Curieux. Il a écrit une pièce qui s'appelle Mahomet. Si on devait la jouer aujourd'hui, toutes les voitures de Paris et des environs seront brûlées. C'est Voltaire, le grand Voltaire. Pourquoi il n'aimait pas ni les juifs ni les musulmans? Parce qu'il a inventé un concept de l'homme universel. C'est un beau concept. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux, soit noirs, blancs, etc. On est des hommes et nous sommes portés par les mêmes sentiments, l'amour, haine, jalousie, ainsi de suite. Et il faut apprendre à se supporter mutuellement. Parce qu'on est des enfants d'eux-mêmes. Or, il y a deux groupes à l'époque qui n'ont pas voulu s'identifier avec son concept de l'homme universel, c'est les musulmans et les juifs. Si, ils ont accepté, bien sûr, c'était intéressant, mais ils n'ont pas abandonné leurs propres traditions et leurs propres habitudes. Ils n'ont pas abandonné ce qu'ils étaient comme minorité pour se fondre dans la majorité. Et ça l'énervait. Ça l'énervait. Il est devenu, il a cessé de m'aimer. Et tout ça est dans ce livre. Voilà mon ami.
Merci là pour cette introduction, mais alors, moi je trouvais que on pouvait lire ce livre de différentes façons. C'est-à-dire, alors il y a marqué roman, hein, donc roman, on pourrait ajouter que c'est un roman policier ou un roman d'espionnage, parce que dans le cadre de ce livre, comme tu l'as indiqué, le héros, il travaille donc au Quai d'Orsay, sa femme est à l'ambassade de Pologne, on lui pique donc des tas de documents et on va retrouver le Qatar, l'Ukraine, même le Mossad. Et alors donc on pourrait dire c'est un roman d'espionnage, un roman d'espionnage. Et puis on peut le lire d'une autre façon, puisque toute sa vie, et comme tu l'as indiqué, ça commence dès l'école maternelle, on va l'appeler le juif, c'est-à-dire qu'on n'échappe pas à son destin. Et je me suis demandé si, tu as cité le capitaine Dreyfus, si à un moment, une autre source d'inspiration, ça ne pouvait pas être ce merveilleux film produit et avec Alain Delon qui était Monsieur Klein, où finalement il va être raflé. Et donc je me suis dit, grosso modo, on n'échappe pas à son destin. Mais là où il y a la clé de la clé, c'est que on apprend que ce juif, qui n'est pas juif, qui s'appelle pas Dupont, mais qui s'appelle Dupuis, hein, il s'appelle Jean-David Dupuis, eh bien, il va découvrir qu'il a un aïeux qui a été maire d'une ville, qui s'appelle Nestor Dupuis, qui, en deuxième noces, a épousé une juive qui a eu une descendance. Donc, on peut se demander si, au fond, le juif, qui n'est pas juif, il est vraiment juif. Déjà, tes questions enrichissent mon récit. J'ai bien fait de venir alors. Bah oui, c'est-à-dire un bon livre peut être lu de différentes façons. Ça dépend qu'est-ce que tu privilégies. Alors, j'ai introduit cette idée d'un arrière-grand-père qui s'était marié avec un juif pour deux raisons. D'abord, j'avais besoin d'un appât pour faire revenir mon personnage en Picardie. C'est comme ça que ça commence, parce que son ami Simon dit « Tiens, j'ai trouvé le nom de Dupuis dans l'histoire des Juifs de Picardie. » Donc ça les travaille. Pour l'instant, il a toujours sa sacoche bleue avec les documents. Personne, donc les policiers, le côté policier n'est pas encore actif. Et c'est sa femme qui lui dit « Écoute, vas-y, peut-être comme ça tu résoudras ton problème juif et tu ne nous emmerderas plus avec ton juif, avec tes juifs. » Et c'est là où il prend les trains, où on lui dérobe sa sacoche et les documents. Donc il y avait une raison pratique d'introduire ça. Et puis il y a aussi notre raison, c'est pour montrer qu'au fond, et ça Hitler le faisait, hein, pour les Allemands, on cherchait la judaïté jusqu'à 5e génération. Parce qu'ils croyaient qu'on transmettait par le sang. Nos défauts ou nos qualités passent comme ça. S'il reste une goutte de sang juif chez quelqu'un de 5e, 6e génération, il faut le brûler parce que cette goutte peut empoisonner l'humanité. Et donc, je voulais montrer cette pensée extrême à laquelle il aurait pu
laquelle aurait pu le séduire d'une certaine manière, mon personnage. Alors, à part ça, tu pourrais me demander pourquoi les Juifs. Pourquoi les Juifs? Simon Bernard, qui donne des cours de judaïsme, il ne dit pas pourquoi nous sommes juifs. Il dit avec quoi nous nous identifions pour nous retrouver ensemble. Staline a écrit un seul livre dans sa vie, c'est la théorie des nationalités. Un petit livre. Donc pour lui, la nationalité, c'était un groupe humain qui avait la même histoire, parlait la même langue, il avait le même territoire. C'est pour ça qu'en Russie, en Union soviétique, il y avait 73 nationalités. 73 nationalités. Les Yakoutes, les Tartares. Il y a 20 millions de musulmans en Russie. Or, les Juifs lui posaient question parce que c'était un groupe qui parlait la même langue, 6 millions de Juifs qui parlaient le yiddish, ils avaient leur quotidien communiste, mais en yiddish, ils chantaient l'international en yiddish, hein, ils jouaient de théâtre en yiddish, donc ils avaient quelque chose. Et ils avaient la même histoire, hein, c'est-à-dire la Bible, Adam, Ève, machin, Noé, hein, jusqu'à David, Salomon, et ainsi de suite, jusqu'à la destruction de Jérusalem, et même après, hein, les Perses, les méchants iraniens étaient Perses avant, hein, qui les libèrent de l'esclavage, c'est avant, pas esclavage, mais d'exil de Babylone, et il leur aide à reconstruire le temple. C'est-à-dire, nous devons le second temple, c'est lui dont on honore les murs occidentaux, Kotel Hamaravi, c'est grâce aux Perses, aux Iraniens. C'est eux qui nous ont donné les moyens pour le faire. C'est intéressant l'histoire. Vous savez qu'en Iran, il y a un monument, c'est la tombe de la reine Esther. Personne ne l'a tagué, personne ne l'a détruit. C'est leur histoire. C'est intéressant. Ça veut dire comment... Bon. Donc, l'histoire, on la partage aussi. Alors, donc Staline avait un problème avec les Juifs, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas des terres. On était 15 ans avant la création d'État d'Israël. Donc, il leur a donné une terre. Il y a jusqu'à aujourd'hui une république juive à la frontière avec la Chine qui s'appelle Birobidjan, et j'en ai fait un livre, un film, je suis allé sur place, c'est pas mal, tout est écrit en yiddish, tout. Les petits Chinois à l'école apprennent Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est extraordinaire. Il a créé quelque chose. La seule chose que j'ai suggéré à Poutine, c'est de construire un pont sur la rivière qui sépare la Chine avec la Russie, qui s'appelle Amour. Il y a des noms comme ça prédestinés. Et maintenant, tous les dimanches, les Chinois, avec leurs baluchons, passent les ponts pour vendre leurs marchandises chez les Juifs de Birobidjan. Mais ça ne résout pas la question. Parce qu'il y a la théorie de ethnie, la théorie de faciès, il y a la théorie, qu'est-ce qui fait, il y a des noirs, il y a des gens qui ont les yeux bridés. Alors ça, on a déjà compris. Ils viennent tous de la Sibérie, et quand
parce qu'il y avait les Gulf Stream qui passaient le long des côtes de Sibérie. Ça veut dire que c'était un courant d'eau chaud. Ça réchauffait la Sibérie, était un jardin. Et puis, pour une raison inconnue, moi je pense qu'il y avait une explosion souterraine, sous-marine, le Gulf Stream a dévié. Et d'un seul coup, tout a été gelé. C'est pour ça qu'en Sibérie, on trouve, quand on pioche, on trouve des mammouths, parce qu'il était gelé d'un seul coup. Donc, préservé, quand vous mettez dans le freezer des produits pour que ça se garde. Et les gens sont mis à courir, à fuir. Les détroits des Bering qui n'existaient pas encore, l'Alaska et la Sibérie, c'était, il y avait une continuité. Ils sont passés à l'Alaska, d'où les Esquimaux, toujours les yeux bridés. Ils ont traversé l'Amérique, c'est les Indiens d'Amérique, qui les cow-boys qui sont venus d'Irlande d'ailleurs, ont liquidé pour s'accaparer de leur terre. C'est une nation jeune, l'Amérique. Quand nous, on avait déjà plein de rois, ils étaient encore à cheval à traquer les Indiens. Après, on a fait venir des Noirs à travers... L'histoire nous apprend des choses extraordinaires. Donc, les Juifs. Alors, la Bible a inventé les raisons. C'est très drôle, c'est même merveilleux savoir qu'il y a 4000 ans, des gens étaient aussi intelligents que nous et qui se sont dit que pour préparer l'avenir, il faut déterminer le passé pour que les hommes et les femmes qui vont naître puissent transmettre la même histoire au plus grand nombre. Alors, Adam et Ève commencent deux. Ils ont deux fils, Caïn et Abel, et Caïn tue Abel. Donc, nous sommes tous les enfants de Caïn. Et la Bible nous le rappelle tout le temps. Nous ne sommes pas parfaits. On nous accuse. On dit que nous croyons meilleurs que les autres. C'est une des raisons de la haine entretenue. Mauvaise traduction de la Bible. Des petites choses. La première traduction en grec d'Alexandrie a dit « vous êtes un peuple élu ». C'est pas vrai, ça n'est pas écrit élu. Je vous ai choisi. C'est pas la même chose. J'ai choisi mon gardien d'immeuble. Et si c'est un mauvais gardien, je le poursuis. C'est pour ça que Dieu poursuit tout le temps son peuple, parce qu'il est un mauvais gardien. Mauvais gardien de ses lois, de sa conception du monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Isaïe qui a dit, avant le Christ, mais un millénaire avant. Donc c'est intéressant. Donc on a inventé une histoire. Elle est belle, cette histoire. Ce sont de belles histoires. On n'est pas sûr que c'est vrai ou pas vrai, peu importe. Et j'aimais donc, dans ces romans policiers, comme tu dis, ou d'espionnage, il y a quelques pages qui racontent ça, qui donnent une clé. D'ailleurs, le rabbin Levin, quand il quitte les trains, il s'en va, il a un paquet trop lourd, donc il demande à mon personnage, jeune homme, est-ce que vous voulez m'aider à descendre le paquet? Donc il prend le paquet, ce sont des livres,
et il sort sur les quais d'Amiens et il dit, et si le judaïsme vous intéresse, vous voulez ouvrir la porte, moi j'ai la clé. Et c'est un peu la clé. Alors, Marek, moi je vais te suivre, puisque tu es en train d'ouvrir la porte. C'est que ce livre, en filigrane, parle du 7 octobre. Il parle de l'antisémitisme. Et en même temps, à travers donc tous ces cours que donne cet homme et auxquels le juif faux juif est intéressé, on a envie de dire que le judaïsme reste une force d'attraction et que nous, malgré toutes les persécutions, malgré tout l'antisémitisme, ben, nous sommes toujours là. Oui, nous sommes là. Alors il y a une réponse que nous sommes là grâce aux antisémites, d'une certaine manière. Ça, c'est une des réponses. Ça veut dire, on aurait voulu être comme tout le monde, gentil, etc. Bon, vous voulez qu'on aille à l'église, on va passer à l'église, c'est pas grave. On va aussi à la synagogue, c'est pas grave. Bon, il y a les juifs bordelais, ils faisaient ça. Sous les églises, les premières maires de Bordeaux étaient juifs. Michel Montaigne, de Montaigne. Et dans l'église où il allait prier, en dessous, il y avait une synagogue dans la cave. Bon, alors, il s'arrangeait. Je suis comme tout le monde et en même temps, je préserve la foi de mes ancêtres. Il y a ça. Mais il y a ceux qui pensent que les Juifs ont quand même un rôle, ils jouent quand même un rôle dans l'histoire. C'est un rappel constant, on dit aujourd'hui le mot valeur qui a perdu tout son sens. On dit nos valeurs, et on ne sait pas de quoi on parle. C'est quoi le nos valeurs? Mais bon, ça veut dire qu'on se réfère à une morale universelle. Tu ne tueras point. Ça commence comme ça, tu ne tueras point. L'interdiction de tuer même un voleur ou un tueur, c'est déjà dans la Bible. Mais ils étaient malins, les Juifs de l'époque. Ce n'est pas la peine capitale n'est pas interdite. C'est ce que d'ailleurs un des personnages raconte. Ça veut dire, mais pour condamner quelqu'un à mort, il faut que les juges soient tous d'accord. Or, l'unanimité est suspecte. On n'accepte pas. Si tout le monde ici était d'accord, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas être tous d'accord. C'est pas vrai. Donc, certains ont été achetés ou quoi, ça ne va pas. Donc, c'était une manière d'interdire la peine capitale. C'est extraordinaire. Donc, alors, d'autres disent que l'humanité a besoin d'un bouc émissaire. On n'était pas le seul bouc émissaire. Je raconte là, il y a une très belle place à Bruxelles, la Grande Place, une des plus belles places du monde. Victor Hugo adorait, il habitait d'ailleurs quand il a dû quitter Paris parce qu'il était pourchassé par la police du roi, il s'est installé à Bruxelles. Et au milieu de cette place, on brûlait les protestants. Donc à l'époque, nous, en France, on a tué 400 000 Vendéens. La Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire qu'on a besoin tout le temps d'un bouc émissaire. Sauf que voilà, les boucs émissaires changent de couleurs, des visages, etc. Mais les Juifs sont toujours là comme boucs émissaires. C'est ça qui est. Alors,
Goethe, le grand poète allemand qui a écrit Faust, il a dit que les Juifs représentent le thermomètre du degré d'humanité de l'humanité. C'est pour ça qu'ils étaient choisis par Dieu. Si une société accepte les Juifs, avec leurs défauts, leurs qualités, etc., c'est que l'humanité avance. Les jours où la société n'accepte plus les Juifs, c'est que la société décline. C'est une belle idée. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit, l'antisémitisme monte, mais c'est notre société hein, qui perd l'essence et les rêves qu'elle portait depuis la Révolution française, depuis les Lumières. Disons. J'ai dit Lumière parce que mon ami Chalgoumi veut avoir l'islam des Lumières. Dans chaque religion, il y a un moment où on voit la lumière, des loupiotes qui s'allument. Alors, c'est difficile à dire pourquoi on n'aime pas les Juifs. Il y a dans la Bible, j'arrête parce que tu as quand même des questions. Peut-être vous avez des questions et vous voulez aller dormir. Bon. Et il y a quand Abraham qui discute avec Dieu, ça j'aime bien chez les Juifs. On se soumet pas à Dieu, on discute avec lui. Quand Dieu décide de tuer des gens de Gomorrhe, Abraham dit, loin de toi, Seigneur, de tuer les justes et les méchants. Si à Gomorrhe, il y avait quelques justes, tu vas pas les tuer. Ça se fait pas. Où est la justice? Et Dieu dit, tu as raison. C'est magnifique. L'homme discute avec Dieu. C'est lui qui l'a créé. Et parfois, Dieu lui donne raison. Alors, ce Dieu-là, bon, on connaît la volonté, l'espoir d'Abraham d'avoir un enfant avec Sarah qui est stérile, et puis elle arrive à l'âge de 90 ans, c'est fini. Et puis, Dieu lui annonce, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran, sous le nom de Djibril, c'est toujours le même, qui apporte de bonnes nouvelles. Il dit à Sarah, tu seras enceinte. Une femme de 90 ans, quand on lui dit ça, elle se met à rire. Ha, 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 ha. C'est pour ça que les fils qu'elle accouche s'appellent Isaac, Yitzhak. C'est lui qui est né du rire. Tzachok, c'est rire. Et voilà, il grandit, et ce même Dieu qui lui a donné un fils, lui dit, maintenant tu vas me montrer que tu m'es fidèle, et pour cela je te demande de sacrifier ton fils. Alors, tu as à plusieurs reprises évoqué le rêve. Ouais. Mais on a connu le cauchemar. Le cauchemar, c'est la Shoah. Ouais. Et aujourd'hui, et ça n'a pas commencé le 7 octobre, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, le dernier attentat, c'est à Sydney, mais il y a eu Manchester, il y a eu aux États-Unis, chaque jour, il y a un acte antisémite. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'au fond, qu'on s'est tous trompés et qu'on avait cru très naïvement qu'après la Shoah, l'antisémitisme s'était terminé et qu'au fond, il y avait un refuge qui existe toujours,
qui s'appelle Israël, et que, au fond, les Juifs aujourd'hui, ils sont un petit peu dans l'interrogation. Non, on ne s'est pas trompé, mais on n'a pas lu notre histoire. On ne connaît pas notre histoire. C'est vrai que les hommes, les femmes, vivent avec la mauvaise conscience parce qu'ils ne sont pas contents de tout ce qu'ils ont fait. Ils se sentent responsables. C'est pas mauvais d'avoir une mauvaise conscience. D'abord, ça fait travailler les psychanalystes. Mais alors, nous avons vécu sur la Shoah pendant 30, 40 ans. Non pas parce que d'un seul coup, le monde s'était mis à aimer les Juifs, parce que le monde n'osait pas dire qu'il n'aimait pas les Juifs. Il y avait encore les témoins, pas seulement les témoins de la Shoah, mais les témoins de ceux qui n'ont rien fait pour aider leurs voisins. C'est ça la mauvaise conscience, qu'ils ont laissé faire. Et puis on rentre là dans la normalité. Quand on lit Appion, Josephus Flavius discute avec un antisémite notoire à l'époque grecque, Appion. C'est là où je disais qu'il y a, si j'étais religieux, je dirais que nous sommes là pour détourner le mal de l'humanité en prenant le mal sur nous. Donc, on est indispensable à l'humanité. Si on disparaissait, l'humanité rentrera dans l'âge des cavernes. Nous entretenons encore ce qui est essentiel pour la civilisation, la force de la parole. On a demandé à Freud un jour, quand est-ce que vous pensez à commencer la civilisation? Il dit, c'est simple, deux types sortent chacun de sa grotte, chacun veut prendre la grotte de l'autre, ils ont chacun une pierre et chacun veut fracasser la tête de l'autre. Et puis pour une raison, dit Freud, que je ne suis pas arrivé à détecter, un des deux lâche la pierre et jette à la figure de l'autre une insulte. Une insulte, c'est pas grave. C'est pas agréable d'entendre dire sale juif. Ça libère celui qui l'a dit. Ça y est, il s'est déchargé de tous les problèmes qu'il a. Maladie de sa femme, les enfants étudient mal à l'école, etc. Lui-même, il fait la grève, il gagne pas assez, etc. Voilà, sale juif, ça y est, il est libéré. Je suis pas religieux. Je ne pense pas qu'il y ait Dieu, s'il devait être là, devait choisir des groupes humains qui se sacrifient pour le reste de l'humanité. C'est une question métaphysique, yeah. Mais je ne pense pas que ça changera. Parce que les hommes, il y a la technologie change. La seule chose, c'est pour ça qu'on a vu avec les responsables émiratis, peut-être ils nous aideront, je voudrais faire construire à Paris un centre mondial pour la tolérance, où il n'y aura que des robots. Vous ne pouvez pas
haïr un robot, un petit robot, vous lui demandez c'est quoi un juif, et il dit. Vous ne pouvez pas l'insulter, il s'en fout. Il n'a pas de visage, on voit pas, on tire pas un bénéfice, même maléfique. Donc, on donne les informations. C'est quoi un musulman? Pourquoi est-ce qu'on a tué les juifs? Et les robots répondent. Il y a plein de robots qui circulent, qui donnent les informations. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas parce que c'est une bonne idée, mais je pense qu'elle est bonne. Parce que tant qu'on verra quelqu'un en face de nous et on va essayer d'impressionner c'est quelqu'un, et donc on va utiliser tous les moyens pour le faire. Même les animaux font ça. Donc c'est la nature de l'être vivant. Donc moi, oui, on s'est dit après le Shoah, il n'y aura plus de Shoah. C'est pas vrai. La technologie nous permettra de tuer encore plus vite que Hitler. Qu'est-ce qu'il a fait Hitler? Il n'a pas fait autre chose que les croisades. Hein? Sauf que les croisés tuaient avec les épées. Et lui, il a inventé une technologie. C'est très difficile de tuer beaucoup de gens vite. Très difficile. Parce qu'après, il y a des corps, il faut les enterrer. Alors, il faut les brûler. Et qu'est-ce qu'on fait avec la fumée? Qu'est-ce qu'on fait avec les cendres, etc. C'est-à-dire, il y a toute une réflexion. Quand on dit la Palestine de la rivière à la mer, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui vivent entre la rivière, c'est le Jourdain, et la mer, c'est la Méditerranée? Il faut faire quelque chose avec. Ça, personne n'y a pensé. Ils vont pas partir, ils vont pas disparaître parce que quelqu'un va souffler et ils vont disparaître. Ça marche pas comme ça. Si on parle froidement, on parle pas des sentiments et de nos attaches. Donc, mais déjà réfléchir sur tout ça, à mon avis, ça peut nous rendre meilleurs. Alors, si vous voulez, on va prendre quelques questions. Si vous souhaitez intervenir, vous êtes gentil de vous lever. Et donc, voilà. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Voilà, très bien. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'étais trop bien. Oui. Ah, voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Hassani Ben Abdourahman. Voilà. Donc, je suis des Comores. Voilà. Ben, l'intitulé et l'auteur m'a intéressé à venir voir, surtout le juif, parce que je dis, voilà, le juif, pour moi, je vais savoir vraiment. Et j'ai des connaissances un peu dans toutes les religions. J'ai lu pas mal de livres dans toutes les religions. Bien sûr, il y a beaucoup de passages que je n'ai pas compris. Maintenant, ma question, c'est par rapport à ce que vous dites. Dans mes connaissances, je sais qu'on parle des prophètes. Il y a peut-être, si on parle sur la base de 100 prophètes, il y a 99 qui sont juifs. Voilà. Il n'y avait que 12. Voilà. Bon, voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a une raison pour ça. Voilà. Donc, parce que je réponds par rapport à ce que vous dites, que peut-être, ou sûrement, le Dieu a choisi par rapport à quelque chose à un groupe qui doit apporter beaucoup de choses dans le monde. Alors, comment, par rapport à vos réflexions, c'était ce gardien choisi par Dieu
peut nous en sortir dans cette guerre mondiale qui envahit dans le monde entier. Merci. Non, la question juste, pertinente, il faut partir des principes. Les Juifs sont comme tout le monde. Ils ne sont pas ni meilleurs ni pires. Hein? Il y a des Juifs gangsters, le bras droit d'Al Capone s'appelait Lipski, hein? Et il s'est enfui, les incorruptibles, vous avez vu tous les films, l'ont pourchassé, il s'est enfui en Israël, et Israël l'a extradé. C'est la seule personne, le seul juif qui n'a jamais été extradé d'Israël. Donc, les juifs sont comme tout le monde. Sauf qu'ils sont attachés à certains principes sans lesquels ils ne sont plus juifs. Puisque physiquement, ils ne sont pas différents. Les Juifs ont inventé deux notions qui sont deux paliers de l'humanité. La notion de la justice. Avant Abraham, le mot justice n'existait pas. Ça veut dire sur toutes les tablettes sumériennes, il y a 4000 ans, à l'époque où Abraham habitait Our et après Haran, il n'y a pas de mot justice. C'est lui qui est dans le questionnement de Dieu. Hein, s'il y a des justes quelque part, il introduit le mot justice. Et nous sommes, toute l'humanité s'est accrochée à ça. Justice, palais de justice, il y a partout des palais de justice. Même dans les pays totalitaires, il y a des palais de justice. Et ils ont inventé le mot liberté. Sur toutes les tablettes égyptiennes, le mot liberté n'existe pas. Bon, l'Égyptienne, ça se comprend parce que c'était des pictogrammes. Et c'est difficile de dire une chose abstraite avec des dessins. Pas. Aujourd'hui, il y a la peinture abstraite, mais chacun peut lire ce qu'il veut dans cette peinture abstraite. Quand il introduit l'idée de la liberté, Moïse, les Juifs ne voulaient pas cette liberté. Ils se révoltent contre Moïse. Ils disent quoi? Tu nous as promis liberté, c'est quoi? On va mourir dans le désert? Ils se retrouvent dans le Sinaï. Des soifs, des faim, on préfère être esclave, on rentre, tu nous ramènes en Égypte et on va être esclave. Au moins, on nous nourrit. Un esclave est nourri, parce que s'il n'est pas nourri, il ne peut pas travailler. Donc, c'est là où il décide de détruire cette génération d'esclaves dans la tête pour faire entrer dans le pays de Canaan les gens qui n'ont jamais connu d'esclavage. La liberté, ça s'apprend. Je raconte, je crois, dans mon livre, je sais pas, non pas dans celui-là, non, dans mes mémoires, j'ai rencontré la première fois Andrei Sakharov après la chute du communisme et je lui dis, Andrei Dmitrovitch, ça y est, vous êtes libre. Il dit non. La liberté, c'est comme une orange. Celui qui n'a jamais vu d'orange ne demandera pas d'orange. C'est simple. On demande ce qu'on connaît. Bon, d'abord, il faut expliquer qu'orange existe. Quelle est la qualité de ces fruits? Et après, on espère que les gens vont descendre dans la rue pour réclamer l'orange. Mais ça va prendre du temps. Vous voyez? Mais si on veut être juif, si on explique, si on demande à ces quelques juifs qui sont là dans cette salle, qu'est-ce qu'ils diraient? Pourquoi
vous êtes juif. Qui vous oblige à être juif? Si vous voulez pas que ça soit l'antisémite, c'est pas très bien. Être quelqu'un qu'on insulte, et parce qu'on l'insulte, on les rappelle à l'ordre. Bon. Il n'y a pas 1000 explications. C'est ça, on est attaché à ces deux notions, justice, liberté, la Pâque. La Pâque juive, c'est ça. Justice et liberté. Il y a un enfant qui pose des questions. En quoi cette nuit est différente de toutes les nuits? Et les grands-pères répondent, nous étions des esclaves en Égypte. C'est extraordinaire. En 2 phrases, on résume l'histoire juive. C'est un groupe humain qui ne veut pas être esclave, qui a été libéré avec l'aide des hommes ou avec l'aide de Dieu, peu importe. Il a refusé l'esclavage. C'est tout. Alors, tous les goïms c'est le peuple, ils peuvent devenir juifs s'ils refusent l'esclavage. Ils deviendraient des juifs. Ils n'ont pas besoin d'aller à la synagogue, de se convertir, etc. Qu'ils disent, on ne veut pas être des esclaves. Bravo, bienvenue. Mais c'est difficile. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette soirée. Vous pourrez vous faire dédicacer le livre de Marek le Juif. Alors, juste un tout petit truc, c'est qu'en 2019, donc, Marek Alter avait publié ses mémoires sous le titre Je rêvais de changer le monde. Eh bien, Marek, avec tous les amis, nous te souhaitons de continuer à rêver très longtemps de changer le monde. Merci.